11 novembre 1942. Des Français filment, au péril de leur vie, l'arrivée des troupes allemandes dans leur ville et leur campagne. La ligne de démarcation a été franchie ce matin à 7 heures. Une riposte au débarquement américain en Afrique du Nord. La zone libre est à présent maculée de rouge nazi. La liberté foulée aux pieds. À Lyon, où bat le cœur de la résistance, deux hommes vont se livrer, dans l'ombre et à distance, un combat qui s'inscrira dans l'histoire. Le 11 novembre 1942, Klaus Barbie prend ses fonctions à Lyon. Il devient le chef de la Gestapo. Ses cibles, les Juifs et les résistants. Obersturmführer, Barbie. Les états de service de Klaus Barbie se résument en une phrase, c'est un chasseur. Le 11 novembre 1942, Jean Moulin occupe le terrain à Lyon depuis plusieurs mois. Il est le chef de la résistance intérieure. Sa mission, unir les mouvements, mettre en échec l'ennemi. Lyon occupée reste le foyer de la résistance. Elle y a jeté ses bases, développé ses réseaux. Jean Moulin s'est déjà opposé aux nazis. Il était préfet en zone nord. Cela lui a coûté son poste, presque la vie. À présent, il est l'homme du général de Gaulle. C'était un lieu où on était particulièrement tranquille. Parce que dans les rues, dans les places publiques, dans Lyon, où on donnait tous les rendez-vous, c'était quand même au milieu de la circulation, etc. Ici, personne ne nous voyait. Vous distribuerez bien l'argent de Londres, comme prévu. Pour tisser sa toile clandestine et se fondre dans la nature, Jean Moulin s'est créé une couverture. Il est marchand d'art. Pour l'armée de l'ombre, le chef n'a pas de visage. Pour Daniel Cordier, il est Max, et ceux qui connaissent sa véritable identité ne prononcent jamais son nom. On n'utilisait jamais le téléphone. Jamais. Jamais la poste, de télégrammes, de lettres, de choses comme ça. C'était toujours des billets. Il y avait un modèle, on mettait son nom à gauche, on mettait la date à droite, on ne mettait pas mon cher, etc. Rien du tout, on mettait rendez-vous ce soir à Place Bellecour à 17h30, et tout. Präsentiert das Given. Klaus Barbie ignore tout de Max. Il méconnaît la résistance, sa structure. Mais cela, c'était en novembre 1942. À cette même période, Jean-Louis Crémieux-Briac est un jeune lieutenant des forces françaises libres à Londres. Il est proche du général de Gaulle et des centres de décision. Il a parfois entendu prononcer le nom de Max, mais ne l'a jamais croisé. À Londres, nul ne savait quand il était présent. On prenait de toute façon des mesures de sécurité pour tous les agents, mais pour lui, elles ont été exceptionnelles, car il était le chef, l'unique, et donc on ne voulait à aucun prix le mettre en péril, d'autant qu'en raison des fonctions hautes qu'il avait occupées avant la guerre, il connaissait un certain nombre de personnalités françaises de Londres dont on voulait éviter les bavardages. L'hiver 42 promet d'être long. Lyon vit prostré sous l'occupation et manque de tout. Jean Moulin, dont voici les rares images tournées avant-guerre, poursuit la mission confiée par de Gaulle. Il rencontre les chefs de mouvement, fournit armes et argent pour les sabotages.
Mais il prend aussi le risque de devenir visible. Klaus Barbie et la Gestapo s'installent à l'hôtel Terminus. Aux étages, 20 chambres pour les interrogatoires. Barbie y pratique une torture sophistiquée. La sauvagerie de ses méthodes ruisselle sur la ville. Rapidement, il devient l'homme d'une logistique tentaculaire. Non loin de l'ancien siège de la Gestapo, un rendez-vous pour comprendre cette mécanique nazie. Barbie, lui, donc, est chef de la Gestapo, qui est au cœur du système répressif du CIPO-SD. Et alors, bien sûr, ils ne sont pas tout seuls. Donc, ils ont le CIPO-SD de Paris, avec qui ils sont en contact, qui leur donne des ordres, à qui ils envoient des rapports sur leurs activités. Donc, selon les accords Aubert-Bousquet, donc les polices françaises et allemandes donc, doivent collaborer. En sachant qu'en zone sud, et puis surtout à partir de 1943, la police française est plutôt réticente à participer aux exactions nazies. Les nazis vont plutôt s'appuyer sur la milice, qui est beaucoup plus zélée dans la poursuite des résistants ou des juifs, et de groupes collaborationnistes comme à Lyon celui de Francis Andry. La résistance livre une lutte acharnée à l'occupant. Elle venge les assassinats de ses agents, jetés en pâture à la population. Attire. Février 1943, Barbie vient d'opérer des rafles d'envergure à Lyon. Plusieurs dizaines de personnes sont arrêtées dans de vastes souricières. Au mois de mars, Klaus Barbie chasse. Près d'une centaine d'hommes passent la ville au peigne fin. À Lyon, la résistance communique par message dans des boîtes aux lettres. Quand la Gestapo en intercepte, il lui suffit d'attendre le rendez-vous. Barbie, il est le comble, on peut dire, du fanatisme policier allemand en France. S'il y a un policier nazi qui a laissé un nom, ce n'est pas Helmut Knochen, remarquable au point de vue intelligence, chef de la police nazie en France. C'est un chef régional de la Gestapo. Oh non. Adrienne Delay. Les consignes en cas d'arrestation, c'est vis-à-vis de la Gestapo, il faut essayer de tenir, en disant n'importe quoi, 48 heures ou 24 heures. Au-delà, bon, ça n'a plus d'importance en principe. Parce qu'il fallait que les gens soient avertis pour changer les boîtes aux lettres, changer les consignes et tout ça. Il semble que ce soit à cette période que Klaus Barbie a connu le nom de Max et le rôle qu'il tenait dans la résistance. On ne savait pas qu'il était recherché par la police, par la Gestapo, qui avait son nom, qui avait circulé, qui avait même été envoyé à Londres dans des rapports qu'ils ont reçus à Londres, etc. Non, tout ça, on l'a su après la guerre. La concentration de tous les pouvoirs entre les mains de Jean Moulin était sans aucun doute un risque et rendait la résistance de zone sud vulnérable. Les Anglais s'en sont inquiétés, surtout dans la toute dernière période. Mais elle était indispensable. Je ne vois pas comment Jean Moulin aurait pu établir son autorité sur les mouvements et créer les services s'il n'avait pas tout concentré précisément sous son égide. Serge Klarsfeld connaît parfaitement Klaus Barbie. Il l'a recherché pendant des années, a permis de le ramener en France. L'historien le revoit encore juste avant son procès à Lyon en 1987.
le SS avait conservé quelques vieux réflexes. Barbie posait les questions qu'il fallait poser aux témoins. Il les mettait en difficulté dans les confrontations, de façon à mettre le témoin en contradiction avec lui-même. Ce Barbie-là montrait, on peut dire, comment était le Barbie de 1943. C'est un homme brutal. Tous ne sont pas brutaux, hein. Il y en a d'autres qui procèdent avec plus de raffinement et qui font battre leurs victimes par des hommes de main, mais lui procède aux interrogatoires lui-même. Au printemps 43, Jean Moulin est en sursis. Qu'elles semblent lointaines ces images, où il rayonne de bonheur. Les dernières images heureuses du film de sa vie se sont déroulées ici, sur sa terre de Provence. Il venait là avec sa sœur, sa mère, et pour nous c'était toujours un plaisir et une joie quand il était là, parce qu'il était très gai, on le taquinait. J'entends encore son rire, il avait une espèce de rire cristallin en cascade, et je l'entends encore. Maman lui disait, tu nous parles de Gaulle qui est à Londres, mais tu me dis que ça s'organise en France aussi. Comment faites-vous? Il n'y a pas de moyen de transport, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, mais ça s'organise quand même. Il doit y avoir un chef. Ben oui, lui disait, il y a un chef, certainement. Mais c'est l'homme le plus recherché de France, sûrement. Et ma mère l'avait en face d'elle. Le 23 avril 1943, temps splendide. Et ce jour-là, c'était assez exceptionnel, nous sommes allés dîner chez lui. Il a demandé qu'on aille dîner chez lui. Il avait certainement une raison. C'est la maison que Jean Moulin avait achetée juste avant-guerre. Il voulait y avoir un pied-à-terre et il avait trouvé cette petite bâtisse et il pensait après-guerre en faire un atelier de peinture pour venir se reposer parce qu'il disait après-guerre je ne sais pas ce que je ferai et là ce sera mon refuge. Jean Moulin n'ira plus se ressourcer en famille. En mai, il devient le chef du Conseil national de la résistance, zone nord et sud, mais des chefs de mouvement se dressent contre lui. Surtout, la Gestapo gangrène jusqu'aux entrailles de l'armée de l'ombre, toujours plus active. Le printemps touche à sa fin. Il est sinistre. C'est le temps des rafles, des arrestations. Et puis au fil de l'année 43, le CIPO-SD s'étoffe avec les commandos extérieurs dans la région Rhône-Alpes et donc noue des contacts avec les forces collaborationnistes lyonnaises. Et par ces informations, par ces enquêtes, parvient de mieux en mieux à cerner les mouvements de résistance. Et donc, par exemple, à arrêter certains chefs de l'armée secrète. On avait conscience naturellement que les conditions étaient toutes différentes et les menaces beaucoup plus grandes. Mais on espérait que Jean Moulin tiendrait. On n'avait pas conscience du danger personnel qu'il pouvait courir. En mai toujours, Klaus Barbie a de nouvelles cartes en main, conséquence d'arrestations qui ont commencé ici quelques semaines plus tôt. À la demande de Jean Moulin, Daniel Cordier se rend dans un appartement au dernier étage de cet immeuble.
Il doit y retrouver des membres importants de la résistance. Je leur apporte 1 million, ce qui était quand même une somme assez considérable. Je leur apporte des tampons de faux papiers et des fausses cartes d'identité, des choses comme ça. Et j'avais mis tout ça dans mon imperméable et j'étais absolument... Mauvaise surprise, la Gestapo est déjà sur les lieux. Le secrétaire de Jean Moulin parvient à s'enfuir. Ces arrestations seront suivies d'un autre coup de filet, tragique pour l'armée secrète. On a pris toutes les archives et ils ont arrêté, et l'état-major, ils ont été une douzaine de personnes. Ils ont trouvé toute l'histoire de l'armée secrète et tout ça. Et ils ont fait un organigramme et je suis au centre. Il n'y avait aucun plan de sauvetage préparé pour Jean Moulin. On n'imaginait pas son arrestation. À ma connaissance, Jean Moulin n'a jamais été identifié sous son nom, quoi qu'il l'ait cru. Ces pseudonymes de Max et Rex, en revanche, étaient connus des Allemands comme étant les pseudonymes du chef clandestin de la résistance française. Les jours de Jean Moulin sont comptés. Le 9 juin, son bras droit, le chef de l'armée secrète, le général Delestrin, a été arrêté à Paris. Le 12, Moulin en est informé, ici même, en bas de son domicile. Il est méconnaissable. Il était blafard. Il n'avait pas dormi, si vous voulez. Toute la nuit, il a réfléchi aux différentes possibilités, à ce qu'il pouvait faire. Non, ça a été vraiment... Bon, en général, les arrestations, il a toujours encaissé, apparemment, très bien. Mais ça... Et je lui ai dit, mais vous savez, il faudrait absolument que vous vous reposiez. Et il m'a répondu, mais comment parlez-vous de se reposer alors que dans 15 jours, nous serons tous arrêtés? 15 juin. Mon général, notre guerre à nous aussi est rude. Jean Moulin envoie ce courrier à Londres et se livre pour la première fois. Mes meilleurs collaborateurs civils ont été pris. J'ai pu une fois encore m'en sortir. Il y relate sa solitude, sa peur, son autorité bafouée par des chefs de mouvement. Il est à bout et demande des renforts humains. C'est l'armée secrète qu'il faut sauver. Je vous en supplie, mon général. Faites ce que j'ai l'honneur de vous demander. Le courrier est signé Rex. Caluire, le 21 juin. La résistance doit nommer un nouveau chef de l'armée secrète. Jean Moulin a rendez-vous avec son état-major dans cette maison. Elle appartient à un médecin. La réunion se tient à l'étage. 5 hommes sont déjà là. Jean Moulin et 2 cadres de l'état-major arrivent en retard. La domestique les installe par erreur dans la salle d'attente avec les autres patients. Il est 14h30. Klaus Barbie et ses hommes surgissent. Police allemande! Vous tenez ici une réunion secrète interdite. Je m'appelle Jacques Martel. Lance! Alors Thomas, tu étais plus gai hier, au pont Morand. Où est Max? Anschellen. Où est Max? Los, schnell! Schnell, los! Los! Schnell! Barbie emmène tout le monde, mais à cet instant, il ne sait pas qu'il tient Jean Moulin. Un des résistants présents, René Hardy, qui réussira à s'enfuir,
est vite soupçonné d'avoir donné la Réunion à Barbie. Hardy, il est arrêté dans un train, il revient à Lyon et Barbie se sert de lui. Il lui met un marché en main, il obtient par chantage à la libération, un chantage à la vie sauve. Enfin, il obtient ce qu'il souhaite, c'est-à-dire des adresses, des dates de réunion, et il peut retourner des gens. Il y a des résistants qui ont été arrêtés à Caluire en même temps que Jean Moulin, qui eux ont parlé et qui sont sortis de prison. J'étais assommé, j'étais perdu, c'était quelque chose que je craignais, mais que je pensais que moi, je serais arrêté, ça, sans aucun doute. Mais Rex, c'était le patron. C'était pas possible. C'était pas possible, parce que c'était pas possible. Le 23 juin, un des résistants arrêtés à Caluire cède sous la torture. Il a désigné Max. Jean Moulin. Ja. Der Gefangene, Jean Moulin, kommt. À la prison Montluc, des femmes au rez-de-chaussée ont vu passer, le soir, de retour d'interrogatoire de l'école de santé, le nouveau fief de Barbie, un détenu soutenu par des hommes de la Gestapo. Dans les étages où s'entassent les hommes et les enfants avant qu'ils ne soient séparés, Max a été aperçu jusqu'à la fin du mois de juin par des membres de l'état-major tombés à Caluire. Il était à l'agonie. On a espéré à Londres que certains de ses collaborateurs, que des policiers résistants pouvant avoir accès à la prison Montluc réussiraient à le faire évader. Mais on n'avait pas de précision à ce sujet et ça s'est révélé vain. Tous les efforts envisagés n'ont pas été suivis des faits, d'ailleurs n'auraient rien pu donner. J'ai eu une réaction d'enfant. Il faut aller à Lyon, je vais partir à Lyon, puis je vais le délivrer. Enfin bon. Non mais c'est n'importe quoi. J'étais à Paris, et avec qui et comment, etc. Monsieur Moulin, la Gestapo à Paris vous demande. Il me semble que c'est à la mi-juillet qu'on a considéré qu'il ne pouvait plus être récupéré, qu'on n'arriverait pas à le sauver. Il était mort déjà. Le 8 juillet 1943, Jean Moulin est retrouvé mort dans le train qui le menait en Allemagne. Il a succombé aux sévices infligés par Klaus Barbie. Sur l'acte de décès que les SS remettront bien plus tard à sa famille, il est écrit «
mort par arrêt cardiaque. Et pourtant, de partout, on pouvait entendre le cœur de la résistance continuer de battre. Aux différentes possibilités à ce qu'ils pouvaient faire. Non, ça a été vraiment... Bon, en général, les arrestations, il a toujours encaissé apparemment. Très bien. Mais ça... Et je lui ai dit, mais vous savez, il faudrait absolument que vous vous reposiez. Et il m'a répondu, mais comment parlez-vous de se reposer alors que dans 15 jours, nous serons tous arrêtés? 15 juin. Mon général, notre guerre à nous aussi est rude. Jean Moulin envoie ce courrier à Londres et se livre pour la première fois. Mes meilleurs collaborateurs civils ont été pris. J'ai pu une fois encore m'en sortir. Il y relate sa solitude, sa peur, son autorité bafouée par des chefs de mouvement. Il est à bout et demande des renforts humains. C'est l'armée secrète qu'il faut sauver. Je vous en supplie, mon général. Faites ce que j'ai l'honneur de vous demander. Le courrier est signé Rex. Caluire, le 21 juin. La résistance doit nommer un nouveau chef de l'armée secrète. Jean Moulin a rendez-vous avec son état-major dans cette maison. Elle appartient à un médecin. La réunion se tient à l'étage. 5 hommes sont déjà là. Jean Moulin et 2 cadres de l'état-major arrivent en retard. La domestique les installe par erreur dans la salle d'attente avec les autres patients. Il est 14h30. Klaus Barbie et ses hommes surgissent. Police allemande! Vous avez ici une réunion secrète interdite. Je m'appelle Jacques Martel. Lance! Alors Thomas, tu étais plus gai hier, au pont Morand. Où est Max? Anschellen. Où est Max? Los, schnell! Schnell, los! Los! Dans les étages où s'entassent les hommes et les enfants avant qu'ils ne soient séparés, Max a été aperçu jusqu'à la fin du mois de juin par des membres de l'état-major tombés à Caluire. Il était à l'agonie. On a espéré à Londres que certains de ses collaborateurs, que des policiers résistants pouvant avoir accès à la prison Montluc réussiraient à le faire évader. Mais on n'avait pas de précision à ce sujet et ça s'est révélé vain. Tous les efforts envisagés n'ont pas été suivis des faits, d'ailleurs n'auraient rien pu donner. J'ai eu une réaction d'enfant.
il faut aller à Lyon, je vais partir à Lyon, puis je vais le délivrer. Enfin bon. Non mais c'est n'importe quoi. J'étais à Paris, et avec qui et comment, etc. Monsieur Moulin, la Gestapo à Paris vous demande. Il me semble que c'est à la mi-juillet qu'on a considéré qu'il ne pouvait plus être récupéré, qu'on n'arriverait pas à le sauver. Il était mort déjà. Le 8 juillet 1943, Jean Moulin est retrouvé mort dans le train qui le menait en Allemagne. Il a succombé aux sévices infligés par Klaus Barbie. Sur l'acte de décès que les SS remettront bien plus tard à sa famille, il est écrit « Mort par arrêt cardiaque ». Et pourtant, de partout, on pouvait entendre le cœur de la résistance continuer de battre. On avait conscience naturellement que les conditions étaient toutes différentes et les menaces beaucoup plus grandes. Mais on espérait que Jean Moulin tiendrait. On n'avait pas conscience du danger personnel qu'il pouvait courir. En mai toujours, Klaus Barbie a de nouvelles cartes en main, conséquence d'arrestations qui ont commencé ici quelques semaines plus tôt. À la demande de Jean Moulin, Daniel Cordier se rend dans un appartement au dernier étage de cet immeuble. Il doit y retrouver des membres importants de la résistance. Je leur apporte 1 million, ce qui était quand même une somme assez considérable. Je leur apporte des tampons de faux papiers et des fausses cartes d'identité, des choses comme ça. Et j'avais mis tout ça dans mon imperméable et j'étais absolument... Mauvaise surprise, la Gestapo est déjà sur les lieux. Le secrétaire de Jean Moulin parvient à s'enfuir. Ces arrestations seront suivies d'un autre coup de filet, tragique pour l'armée secrète. On a pris toutes les archives et ils ont arrêté l'état-major, ils ont arrêté une douzaine de personnes. Ils ont trouvé toute l'histoire de l'armée secrète et tout ça. Et ils ont fait un organigramme et je suis au centre. Il n'y avait aucun plan de sauvetage préparé pour Jean Moulin. On n'imaginait pas son arrestation. À ma connaissance, Jean Moulin n'a jamais été identifié sous son nom, quoi qu'il l'ait cru. Ses pseudonymes Max et Rex, en revanche, étaient connus des Allemands comme étant les pseudonymes du chef clandestin de la résistance française. Les jours de Jean Moulin sont comptés. Le 9 juin, son bras droit, le chef de l'armée secrète, le général Delestrin, a été arrêté à Paris. Le 12, Moulin en est informé, ici même en bas de son domicile. Il est méconnaissable. Il était blafard. Il n'avait pas dormi, si vous voulez. Toute la nuit, il a réfléchi aux différentes possibilités, à ce qu'il pouvait faire. Non, ça a été vraiment... Bon, en général, les arrestations, il a toujours encaissé, apparemment, très bien. Mais ça... Et je lui ai dit, mais vous savez, il faudrait absolument que vous vous reposiez. Et il m'a répondu, mais comment parlez-vous de se reposer alors que dans 15 jours, nous serons tous arrêtés?
15 juin. Mon général. Sa sœur, sa mère, et pour nous c'était toujours un plaisir et une joie quand il était là. Parce qu'il était très gai, on le taquinait. J'entends encore son rire, il avait une espèce de rire cristallin en cascade, et je l'entends encore. Maman lui disait, tu nous parles de Gaulle qui est à Londres, mais tu me dis que ça s'organise en France aussi. Comment faites-vous? Il n'y a pas de moyen de transport, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, mais ça s'organise quand même. Il doit y avoir un chef. Ben oui, lui disait, il y a un chef, certainement, mais c'est l'homme le plus recherché de France, sûrement. Et ma mère l'avait en face d'elle. Le 23 avril 1943, temps splendide. Et ce jour-là, c'était assez exceptionnel, nous sommes allés dîner chez lui. Il a demandé qu'on aille dîner chez lui. Il avait certainement une raison. C'est la maison que Jean Moulin avait achetée juste avant-guerre. Il voulait y avoir un pied-à-terre et il avait trouvé cette petite bâtisse et il pensait après-guerre en faire un atelier de peinture pour venir se reposer parce qu'il disait après-guerre je ne sais pas ce que je ferai et là ce sera mon refuge. Jean Moulin n'ira plus se ressourcer en famille. En mai, il devient le chef du Conseil national de la résistance, zone nord et sud, mais des chefs de mouvement se dressent contre lui. Surtout, la Gestapo gangrène jusqu'aux entrailles de l'armée de l'ombre, toujours plus active. Le printemps touche à sa fin. Il est sinistre. C'est le temps des rafles, des arrestations. Et puis au fil de l'année 43, le CIPO-SD s'étoffe avec les commandos extérieurs dans la région Rhône-Alpes. Et donc noue des contacts avec les forces collaborationnistes lyonnaises. Et par ces informations, par ces enquêtes, parvient de mieux en mieux à cerner les mouvements de résistance. Et donc, par exemple, à arrêter certains chefs de l'armée secrète. De Londres, dont on voulait éviter les bavardages. L'hiver 42 promet d'être long. Lyon vit prostré sous l'occupation et manque de tout. Jean Moulin, dont voici les rares images tournées avant-guerre, poursuit la mission confiée par De Gaulle. Il rencontre les chefs de mouvement, fournit armes et argent pour les sabotages. Mais il prend aussi le risque de devenir visible. Klaus Barbie et la Gestapo s'installent à l'hôtel Terminus. Aux étages, 20 chambres pour les interrogatoires. Barbie y pratique une torture sophistiquée. La sauvagerie de ses méthodes ruisselle sur la ville. Rapidement, il devient l'homme d'une logistique tentaculaire. Non loin de l'ancien siège de la Gestapo, un rendez-vous pour comprendre cette mécanique nazie. Barbie, lui, donc, est chef de la Gestapo, qui est au cœur du système répressif du CIPO-SD. Et alors, bien sûr, ils ne sont pas tout seuls. Donc, ils ont le CIPO-SD de Paris, avec qui ils sont en contact, qui leur donnent des ordres, à qui ils envoient des rapports sur leurs activités. Donc, selon les accords Aubert-Bousquet, donc les polices françaises et allemandes donc, doivent collaborer. En sachant qu'en zone sud, et puis surtout à partir de 1943, la police française est plutôt réticente à participer aux exactions nazies. Les nazis vont plutôt s'appuyer sur la milice, qui est beaucoup plus zélée
dans la poursuite des résistants ou des juifs, et de groupes collaborationnistes comme à Lyon celui de Francis André. La résistance livre une lutte acharnée à l'occupant. Elle venge les assassinats de ses agents, jetés en pâture à la population. Papir. Février 43, Barbie vient d'opérer des rafles d'envergure à Lyon. Plusieurs dizaines de personnes sont arrêtées dans de vastes souricières. Au mois de mars, Klaus Barbie chasse. Près d'une centaine d'hommes passent la ville, au peigne fin. À Lyon, la résistance communique par message. Parce qu'il disait après-guerre, je ne sais pas ce que je ferai. Et là, ce sera mon refuge. Jean Moulin n'ira plus se ressourcer en famille. En mai, il devient le chef du Conseil national de la résistance, zone nord et sud, mais des chefs de mouvement se dressent contre lui. Surtout, la Gestapo gangrène jusqu'aux entrailles de l'armée de l'ombre, toujours plus active. Le printemps touche à sa fin. Il est sinistre. C'est le temps des rafles, des arrestations. Et puis au fil de l'année 43, le CIPO-SD s'étoffe avec les commandos extérieurs dans la région Rhône-Alpes. Et donc noue des contacts avec les forces collaborationnistes lyonnaises. Et par ces informations, par ces enquêtes, parvient de mieux en mieux à cerner les mouvements de résistance. Et donc, par exemple, à arrêter certains chefs de l'armée secrète. On avait conscience naturellement que les conditions étaient toutes différentes et les menaces beaucoup plus grandes. Mais on espérait que Jean Moulin tiendrait. On n'avait pas conscience du danger personnel qu'il pouvait courir. En mai toujours, Klaus Barbie a de nouvelles cartes en main, conséquence d'arrestations qui ont commencé ici quelques semaines plus tôt. À la demande de Jean Moulin, Daniel Cordier se rend dans un appartement au dernier étage de cet immeuble. Il doit y retrouver des membres importants de la résistance. Je leur apporte 1 million, ce qui était quand même une somme assez considérable. Je leur apporte des tampons de faux papiers et des fausses cartes d'identité, des choses comme ça. Et j'avais mis tout ça dans mon imperméable et j'étais absolument... Mauvaise surprise, la Gestapo est déjà sur les lieux. Le secrétaire de Jean Moulin parvient à s'enfuir. Ces arrestations seront suivies d'un autre coup de filet, tragique pour l'armée secrète. On a pris toutes les archives et ils ont arrêté, et l'état-major, ils ont arrêté une douzaine de personnes. Ils ont trouvé toute l'histoire de l'armée secrète et tout ça. Et ils ont fait un organigramme et je suis au centre. Il n'y avait aucun plan de sauvetage préparé pour Jean Moulin. On n'imaginait pas son arrestation. À ma connaissance, Jean Moulin n'a jamais été identifié sous son nom, quoi qu'il l'ait cru. Ses pseudonymes